Et alors vous, donc vous affirmez qu'effectivement, la pucelle d'Orléans, comme on dit, n'est pas morte sur le bûcher. Non, elle est même venue à mon cabinet. Mais non! Et sa mère a des liens de sang avec les descendants des Laïrs, des chevaliers de Jeanne d'Arc. Tellement, parce que vous voyez comment la croyance, elle est forte, et que moi aussi, ça revient me rechercher à certains moments. Et à chaque fois où j'ai douté de cette histoire, même si j'ai vu juste une personne sous une toge blanche, et les guides qui me disent ce n'est pas elle. Imaginez un instant que lorsqu'on vous pose la question « Que faites-vous dans la vie ?» vous répondiez « Je suis thérapeute de l'âme ». Je trouve que c'est la classe, quand même. Et c'est précisément le titre de mon invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Aude Grély et elle est installée sur les canapés. Bonjour Aude. Enchantée, bonjour. Merci d'être là et ravi de vous accueillir sur ce canapé. Vous êtes de Nîmes, c'est ça? Voilà. Où il fait beau. Voilà, là, quand on est parti ce matin, il faisait beau. Il faisait beau, très bien. Voilà, c'est ici qu'il fait moche. Pas sur ce plateau. Non, ici, c'est magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'arc-en-ciel, il y a plein de choses très positives. C'est haut en couleurs, c'est ça. Et je suis ravi de vous accueillir. On va parler avec vous, justement, de ce que vous avez intitulé la karma-thérapie. Alors, je connaissais pas du tout, moi, déjà. Karma-thérapie. Alors, karma est bien entendu. Karma-thérapeute, ça nécessite peut-être une petite explication de texte. Et karma-thérapie, eh bien, on va voir si d'abord c'est compatible. Le karma et la thérapie, c'est compatible? Et bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi de dire karma-thérapie, bien évidemment. Parce que en fait, on revient jouer dans cette vie une partie, on se trouve dans la roue du karma. Et pourquoi? Parce que dans des vies passées, on n'a pas réussi à faire certaines choses. Voilà. Et au-delà de pas réussir à faire certaines choses, on a aussi subi des événements traumatiques, etc., voilà, qui sont engrammés dans nos corps énergétiques, dont ce corps causal dans lequel je me connecte, et qui est le corps donc des mémoires du passé. Et aussi, c'est là où on va puiser tout ce qui est karma. Voilà. Mais vous avez souffert avant d'arriver à cette analyse-là. Ah oui, ça, c'est le moindre qu'on puisse dire. Mais bon, c'est une souffrance pour une bénédiction. Donc, que vous considérez aujourd'hui comme une bénédiction? Ah oui, comme une chance? Totalement. Je vais pas dire une chance. Je ne crois pas trop à la chance. Voilà. Mais comme une bénédiction, oui. Une bénédiction que j'ai choisi d'embrasser et d'aller de l'avant. Une fois que j'ai ouvert les yeux, que j'ai écouté surtout. Jusqu'à plonger dans ce que vous avez appelé à un moment donné la nuit noire de l'âme. C'est ça. C'est-à-dire descendre au plus profond, dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds, voilà. Pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette vie. Parce qu'avant ça... honnêtement, je comprenais rien. Alors, on va retracer un peu votre parcours, Aude, évidemment, thérapeute de l'âme à travers les mémoires de ces fameuses vies passées qui sont engrammées dans nos cellules. Alors, on en a beaucoup parlé, évidemment, sur cette antenne, et en particulier sur ceux qui sont venus s'installer sur ces canapés. Beaucoup évoquent cette thématique. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on prend vraiment conscience qu'il serait peut-être bon de faire un petit travail là-dessus, avant de se poser des questions ou de prendre des décisions hâtives dans notre vie sur ce plan terrestre-là. Tout à fait. Et c'est surtout comme on arrive aussi à une suite d'une série d'incarnations où avant, on n'avait pas autant de liberté, entre guillemets. Et là, dans cette incarnation, il nous est demandé, oui, enfin, de se poser sur notre karma. Et voilà, et nos blocages karmiques pour enfin essayer de sortir de cette roue du karma qui est la dimension de la 3D, selon bien sûr mes connaissances, ma vérité, et pour s'élever donc vers des dimensions supérieures, donc comme la 5D, voilà, des dimensions d'amour inconditionnel. Mais quand on est dans la roue du karma, il y a encore certaines choses à adresser, des blocages. Des blocages. Voyons un petit peu et parlons de votre enfance. Commençons par le commencement. Cette enfance ou même cette adolescence, vous avez été même jusqu'à dire « j'ai mal à ma France parce que je n'aime pas cette France, je n'aime pas cette vie et je n'aime pas là où je suis incarnée aujourd'hui en tant que Française ». Oui. Vous êtes allé jusque-là? Ah oui, je disais que je rejetais ce pays, même que je détestais la France à un certain moment, parce que c'était vraiment tout en rapport de France. Alors pour revenir sur mon enfance... Rapport de force? Ouais. Rapport de force? Oui, totalement. Mais parce que c'est moi qui rejetais aussi le pays. Mais c'est aussi en lien avec mes vies passées dont
On va en parler. Ouais, je bien vais sûr. en parler. Bien sûr. Donc la petite Aude, déjà j'étais assez introvertie quand j'étais petite et je suis née déjà très tôt avec beaucoup de peur, dont la peur des feux d'artifice, du feu, des pétards, etc. Même aller au carnaval, par exemple, pour moi, c'était un événement assez traumatisant. Je piquais vraiment des crises de nerfs. C'était très compliqué. Et donc, ce qui se passait, moi, je comprenais pas pourquoi tout le monde s'amusait, avait hâte d'aller à ces événements. Et moi, j'étais là, à côté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'avais peur. On me cataloguait de peureuse, de la peureuse. Et donc, je subissais. Parce que les parents, ils ne savent pas. Ils disent juste, c'est une peureuse. Donc, on m'embarque dans tous ces événements. Et moi, mais littéralement, des semaines avant, je me mettais dans des états pas possibles. Parce que vous saviez qu'il y avait une date d'événement avec ce fameux feu d'artifice, sans doute 14 juillet, fête du village et compagnie. Tout à fait, en commençant par les feux de la Saint-Jean, avec les petits lampions, qui associaient aussi à la tradition païenne des sorcières, que j'ai compris après que plus tard. Mais moi, ça me traumatisait. Tout le monde avait leurs petits lampions. Moi, la seule chose que je regardais, ça va prendre feu, on va prendre feu, voilà. Parce que, vous savez quoi? J'ai le même ressenti que vous. Ah ça, c'est des mémoires de sorciers brûlés. Depuis tout petit, j'ai une sainte horreur des pétards, des feux d'artifice et des choses comme ça. Et quand j'entends des gens qui disent « Oh, c'est une jolie fête, allez, on descend, on va voir le feu d'artifice », et c'est un truc, mais alors, non seulement qui ne m'intéresse pas du tout, mais que je redoute parce qu'il n'y a rien d'agréable dans ces bruits de pétards. Ça, c'est des mémoires cellulaires, hein. Parce que si dans cette vie, on n'a pas eu quelque chose qui nous a traumatisé, un événement avec, par exemple, l'élément du feu ou même le bruit, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? J'ai pas été brûlée, j'ai pas été dans un accident, j'ai pas vécu dans une guerre dans cette vie. Donc parce que c'était pas juste les mémoires de sorcières, c'est aussi les conflits de guerre, morts sur le champ de bataille, etc. Donc voilà. Donc mon âme s'en souvient. Mais aussi, avec le temps, je sais pourquoi aussi je m'en souviens, parce que j'avais cette mission aussi, voilà, à travers mon expérience, voilà, de pouvoir après accompagner les autres aussi. Et alors, il y a, au-delà de, on a bien compris, cette petite fille introvertie, il y a quand même, quand on a préparé l'émission, vous dites, il n'y a pas de communication sentimentale à la maison. Non. Il n'y a pas d'amour? Il y a de l'amour... Si, je pense qu'il y a de l'amour, mais il n'est pas énoncé, il n'est pas montré dans la communication. Ouais, vous n'êtes pas très démonstratif dans la maison, quoi. Non. Il n'y a pas de je t'aime, je te prends dans les bras, je suis fier de toi, ma fille. Non, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas je te prends dans mes bras, non. On peut le ressentir, mais l'enfant, il a besoin de cette communication. Donc, non, moi, je suis comme ça, élevée avec mon hypersensibilité, avec mes ressentis aussi, du subtil, beaucoup de choses dont j'ose pas parler. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que à l'école, je suis la petite intello. Voilà. Parce que ça se passe bien. Voilà. Parce que j'ai aussi une soif de connaissance. Et je pense que c'est ce besoin d'être vue par mes parents. Voilà. Regardez comme je suis forte à l'école, etc. Les bonnes notes. Donc voilà, je me plonge dans les études. Et j'ai deux grandes passions. C'est l'archéologie. Ouais. Voilà. Et là, vous voyez, je vais chercher... je vais fouiller dans les vies passées, donc c'est ça qui est marrant avec mes capacités. Et donc, je voulais être archéologue d'abord. Je suis passionnée d'ancienne civilisation, archéologie et les États-Unis d'Amérique. Alors ça, c'est incroyable. Vous êtes né un 4 juillet. C'est ça. Fête nationale américaine. Bon. Est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que voilà? Mais non, mais ça, c'est écrit aussi. Ça, c'est vrai. Parce que bon, mes guides me l'ont dit. Moi, j'ai tout analysé en long, en large. J'imagine. Donc voilà. Ce qui en est ressorti, c'est que mes incarnations les plus récentes étaient aux États-Unis d'Amérique. Moi, je suis née un 4 juillet et plus tard dans cette vie, je m'expatrie aux États-Unis à l'âge de 25 ans. Pour être fille au père. Exactement. Et là, je rencontre mon ex-compagnon, un Américain. Et là démarre ma vie américaine. Et il faut savoir, Marc, avant ça, que toute petite, depuis toujours, j'ai toujours une passion pour ces États-Unis d'Amérique. Donc, je suis partie à l'âge de 17 ans déjà là-bas, en colonie.
Je suis repartie après, à 25 ans, en road trip. Et quand je viens ici en France pour faire mes études après, dans la presse, communication, je viens habiter à Paris, j'ai complètement mis les États-Unis de côté, là. Je veux plus rien avoir à faire avec les États-Unis. Parce qu'il y a la déception sentimentale. Non, ça, c'était après. C'est après. Non, non. Okay. Et c'est de là que je fais mes études, etc., ici en France. J'ai un peu mis les États-Unis de côté. Moi, tout ce que je veux, c'est devenir attachée de presse, vivre à Paris, etc. Et ça ne fonctionne pas. Je passe de multiples entretiens. Et là, je commence à avoir un peu la colère avec ce pays. Hein, je ne comprends pas. Et c'est de là, je dis, écoute, ils me disent que mon anglais, il est nul. Quel est le moyen le plus abordable? C'était donc de partir jeune fille au pair. Et quand j'avais lâché l'histoire des États-Unis, parce que même moi, je me voyais bien vivre là-bas, je vais là-bas dans l'optique de revenir en France. Bingo, je rencontre mon ex-compagnon, mon ex-mari. Voilà. Et après, là-bas, je prends la nationalité américaine, etc. Ah oui, ça va jusqu'à la nationalité américaine. Oui. Ah oui. Donc, ça a fait rire beaucoup de monde là-bas, la petite Française née le 4 juillet, voilà. Et mon papa, depuis toujours, dira, celle-là, elle finira aux États-Unis. Donc, en soi, il avait raison. Bon, déception amoureuse. Oui. L'histoire va durer quoi, 3 ans? Non, alors là, avec mon ex-conjoint, je reste donc aux États-Unis 9 ans. On reste mariés 7 ans. Et c'est quand je décide de revenir en France, parce qu'après le divorce, je n'avais aucune envie de rester là-bas, c'était trop difficile pour moi, que l'histoire se répète avec la France, mon cher pays, comme je le disais. Je commence, alors là, je suis maintenant bilingue, même trilingue, parce que je parle aussi espagnol couramment. Je reviens ici, je passe tellement d'entretiens, ça ne fonctionne jamais. Et pourtant, j'avais engrangé une expérience aux États-Unis. Là-bas, j'étais agent immobilier. Voilà. Et j'avais aussi repris des études de pré-médecine. Donc, j'avais repris un autre diplôme, donc une licence de biologie, plus mes études en France. Il n'y a rien qui fonctionnait. En fait, l'histoire se répétait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle essayait de vous faire comprendre, cette histoire? À quel sujet? Rien ne fonctionne. Comment vous l'analysez, alors? Parce qu'en fait... Qu'est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre? En fait, on essaie de me faire comprendre déjà d'une que où j'allais, c'était pas où j'étais censée aller. Voilà. Déjà d'une. Et surtout, d'aimer ce pays. Parce que tu dis, il te rejette, mais en soi, c'est moi qui le rejetais, le pays. Parce que tout vient de l'intérieur. Moi, je dis, la France me rejette. Non, mais tu rejettes aussi la France. Donc, bonjour. Et après, par la suite, quand j'ai eu mon éveil, etc., on a vu que c'est surtout aussi beaucoup de mémoire, de vie ici, sur ce sol. Voilà. De torture, de sorcières brûlées sur les bûchers. Voilà. Et surtout, vous voyez aussi, j'ai tout analysé. Je m'appelle Aude. Parce qu'une de mes expertises aussi dans mon travail, c'est de travailler aussi sur les mémoires de sorcellerie pendant l'Inquisition, de femmes traquées à cette époque, d'hommes aussi. Hein. Je m'appelle Aude. Et un des grands sièges de l'Inquisition se trouve donc dans l'Aude, à Carcassonne. Donc, il faut savoir que la première ville aussi que j'ai visitée quand je suis revenue des États-Unis, le premier petit week-end que je me suis fait, c'était à Carcassonne, justement avec cet homme qu'après, c'était une histoire très douloureuse. C'est comme si c'était lui qui avait démarré. Voilà, tout ça pour moi. Bien évidemment, inconsciemment. Mais tout était écrit, tout était bien planifié. Wow. Avec le recul, maintenant, vous avez pris cette conscience-là. Ah, mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc là, à ce moment-là, de votre histoire, vous en êtes où? Parce que vous vous séparez effectivement de votre ex... Alors, je me suis séparée de mon ex-conjoint aux États-Unis, le divorce. Je reviens en France. Vous revenez en France? Là, je rencontre quelqu'un, une histoire très, très forte. Et moi, comme je suis vraiment pas bien du tout psychologiquement, psychiquement, émotionnellement avec cette France, j'ai vraiment du mal à me réadapter ici. Le travail, enfin, je décroche un boulot. Voilà, mais c'est toujours un peu en rapport de force. Après, je redémissionne. J'en prends un autre, je suis licenciée, j'en reprends un autre. Et là, cet homme me lâche.
au même moment où je suis entre deux travails. Et là, pour moi, c'est l'hécatombe. Ça va faire 3-4 ans que je suis dans ce pays. Je ne comprends rien. Voilà. J'ai l'impression que tout est un échec. Voilà. Et c'est très, très difficile. C'est là où vous parlez de votre l'expérience de la nuit noire de l'âme, où vous êtes au fond du fond. Là. Ouais, ce que je fais, ben, c'est là où je démissionne de ce dernier travail dans un laboratoire pharmaceutique. Je pouvais pas, tout mon corps était enflammé, je commençais, j'étais pas bien. Plus j'avais la rupture aussi. Sentimentale. Voilà. Et là, j'arrête tout. Vous voyez là, quand on pousse le bureau là avec la chaise, en arrière. J'ai dit stop. Et j'ai fait ça. J'ai appelé la RH, j'ai dit je démissionne. Et j'ai dit à tous mes amis, à ma famille, maintenant, il n'y a plus personne qui me parle, je m'isole. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Ah oui, mais à l'époque, je ne savais même pas que c'était ça, hein. Honnêtement, je vous le dis. Ah ouais. J'ai dit, là, maintenant, je ne fais plus rien tant que cette vie a du sens. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que je me suis revue dans mon petit appartement, voilà, toute seule. Ça, c'est une décision culottée quand même. Hein. C'est-à-dire, vous plaquez tout, et en même temps, pour le coup, vous n'aviez rien. Non, et en même temps, je plaquais tout, mais en même temps, à part la rupture sentimentale, je me sentais tellement déjà libérée. C'est comme si je me détachais déjà de quelque chose qui était sur moi vis-à-vis du travail. C'est là où je me suis dit, ah non, je ne bougerai plus tant que je vais être proche de quelque chose qui aura du sens. Vous dites stop, je ne bougerai plus tant que cette vie aura du sens pour moi. Je me suis complètement isolé pour me retrouver et surtout avoir envie de vivre. Oui. Ça, c'est un peu un thème récurrent, même quand j'étais adolescente. J'ai eu beaucoup de moments. Haute, ça veut dire aussi vieille, étymologiquement. Je me sentais déjà vieille, usée, en décalage. Et ne pas comprendre, en fait, mais qu'est-ce que tu fais là, Aude? Je comprends pas, je comprends pas les gens. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire? C'est ça. 20 ans que j'avais pas ouvert un livre. Je ne pouvais pas lire. Le premier livre qui a tout démarré, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, c'est ça. Ça, ce livre-là, Paulo Coelho, puissant. Ça littéralement, j'ai pu le finir en un jour. Je dis, waouh, je peux lire en fait. C'est exceptionnel. Et donc, je continue. Et en fait, tout ce que je fais, mes journées, c'est aller à la librairie, prendre un livre, lire. C'est tout. Sans penser au lendemain. J'étais vraiment là dans une reconnexion. Je ne pense pas juste à moi-même, mais au moment présent. Voilà. Et pas à penser, tu as tous ces diplômes, il faut avancer, tu es nul, etc. Voilà. À quel moment vous entendez parler de la karma-thérapie? Eh bien, j'ai mon petit chez moi, là. Je fais de la lecture. Sur les réseaux sociaux se présente une formation d'hypnose spirituelle. Et là, je sais qu'est-ce que c'est. Et bon, ça me fait vibrer. Et je m'inscris. Et avant d'aller à cette formation d'hypnose spirituelle, je tombe sur ce livre, Une même âme de nombreux corps, Dr. Brian Weiss. Et là, je le lis très vite avant d'y aller, parce que j'ai tapé livre vie passée sur Amazon, je trouve ça super. Et là, tellement que ça me fait vibrer, ça, c'est le premier livre qui me fait vibrer très très fort, parce qu'en soi, c'est de la karma-thérapie qui est fait Brian Weiss, sous hypnose, mais pour moi, voilà. Et je le lis très très vite. Et ce que je fais, j'appelle mon ancienne belle-mère aux États-Unis, avec qui je suis très proche, et je lui envoie le livre. Et elle me dit, et une autre amie aux États-Unis, j'ai dit, il faut à tout prix que vous lisez ce livre, c'est tellement fort et tout, moi je suis bien dans mon truc. Écoutez bien ça, écoutez bien, c'est incroyable. Et elle me dit, mais tu as perdu la tête? J'ai dit, pourquoi? Ce même livre que je t'ai donné il y a 10 ans. Elle vous avait déjà offert ce livre il y a 10 ans. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, son fils est mort dans un accident de voiture. Et donc, ma belle-mère, de l'époque, m'a menée de médium en médium. Elle s'était penchée sur ça. Moi, j'allais avec elle, voilà, pour l'accompagner. Les médiums disaient toujours, c'est la jeune fille à côté de vous, là. Elle, guérisseuse, elle parle aux morts. Je sais pas de quoi il parle.
Voilà, tout le temps. C'était toujours. Et donc, elle m'avait déjà acheté ce livre qui était sur donc une petite table de chevet dans ma chambre d'amis. Et une amie qui était venue aussi chez moi, garder mon chien quand j'étais partie en week-end, m'a dit, oh, de ton livre, Brian Weiss, là, il est super. Je dis, oh non, moi, je lis pas. Elle me dit, tu sais pourquoi je l'ai lu? Parce qu'il y a une lueur de ta chambre, de la fenêtre, qui éclaire ce livre. Et c'est pour ça que je me suis posée sur ce livre. Elle me dit, je t'invite à le lire. Moi, je dis, bon, je lis pas. Donc maintenant, on vient 10 ans plus tard, où je retombe sur ce livre, il y en a beaucoup des livres, et là, je leur dis au téléphone, elle me dit, mais t'as craqué. Voilà. Et c'est là où je me dis, en fait, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on me mettait sur le chemin, sauf que je voulais pas voir, je n'écoutais pas, j'étais vraiment dans... Donc la prise de conscience? Et oui, parce qu'en fait aussi pour me rassurer. Là, je dis bon allez, on y va. De toute façon, ça me faisait vibrer. Moi, c'est tout ce que je recherchais, quelque chose qui avait du sens, qui me faisait vibrer. Voilà. Je vais à cette formation d'hypnose, je ne pars jamais en hypnose. Tout le monde part sauf Aude. Je me dis génial, ça c'est top. Voilà, j'adore le livre et tout. L'hypnose, retour dans la vie passée. Moi, je pars pas, sauf la dernière hypnose. Et alors là, quand je suis partie, ils m'en ont montré des choses. Des liens avec les extraterrestres que je voyais aussi quand j'étais petite, beaucoup. Je voyais des ouvertures de dimensions dans ma chambre. On disait pas trop à la maison parce que maman elle dit elle a beaucoup d'imagination cette petite. Voilà. Quand je parle des extraterrestres, des dimensions, des vampires, tout le temps où je me cache sous ma couette toute ma vie, hein, jusqu'à l'âge de 35 ans. Et là, dans la dernière hypnose, maintenant, on ferme mon livre de la peur. Ils m'ont montré les bûchers de sorcières, les conflits de guerre. Ils m'ont montré d'autres choses en lien avec les États-Unis. Voilà, qui étaient assez très très fortes pour moi. Et là, ils me ferment le livre de la peur. Ils me disent maintenant, finis tes peurs, on ferme tout et en avant. Je dis ok, super. Comment vous terminez? Donc vous terminez cette expérience en vivant ça, l'expérience d'hypnose. Voilà, et ben déjà dans un état pas possible parce que j'avais des migraines, voilà, tout, j'avais les oreilles qui sifflaient, tout, je voyais trouble, enfin tous ces canaux qui étaient en train donc je pense, de s'ouvrir en soi. Et ensuite, à cette formation d'hypnose, on nous dit, il y a un autre livre sur la karmathérapie, d'une karmathérapeute ici en France. Je lis son livre. Et là, elle fait la même chose, donc elle voit dans les vies passées sans passer par hypnose pour les gens. Et j'entends, ça me fait vibrer très très fort quand je lis ce livre, et j'entends, Aude, tu vas faire ça toi aussi. Je me dis, je deviens complètement folle. Parce que j'entends, tu vas faire ça toi aussi. Ce que je fais, je contacte cette personne, il fallait à tout prix que je la voie. En effet, elle fait des petites formations passeurs d'âme. Moi, à l'époque, je sais même pas du tout ce que c'est, hein, parce que j'étais pas du tout dans ce monde-là. Je dis, qu'est-ce que c'est? On s'en fout, il faut aller la voir. Voilà. C'est juste le chemin. Et donc, c'est vrai, au fur et à mesure que j'assiste à ces formations, je rencontre des gens. Et là, je vois, déjà pour moi, dans mes vies passées, tout simplement me mettant sur mon canapé, en fermant les yeux, ou comme ça. Voilà. Je vois déjà plusieurs de mes vies passées. Entre-temps, j'ouvre aussi mon cabinet, encore une autre synchronicité. Pourquoi? Parce que moi, je voulais plus travailler à mon compte. J'avais déjà travaillé à mon compte. Quand j'ai passé ma formation d'hypnose, je suis allée dans une petite boutique de pierre et la femme, elle me dit Aude, tu fais une formation d'hypnose? Oui, oui. Elle me dit, je vais libérer la boutique et il y aura un petit espace à louer et j'aimerais que tu viennes faire tes hypnoses. Et moi, je lui dis, mais moi, je ne veux pas faire ça. Et après, d'un coup, je veux pas me mettre à mon compte. J'ai dit, et elle me dit, mais je te fais pratiquement rien payer. Je dis, bon, allez, pourquoi pas. De toute façon, je fais rien en avant. On verra bien. Et en fin de compte, j'ouvre ce petit cabinet. En parallèle, je fais ces formations avec cette dame. Mes formations aussi énergétiques. Je travaille sur moi, bien évidemment. Je réouvre au monde de l'énergétique dans cette vie. Et là, je reçois mes premiers clients au cabinet. Personne vient pour l'hypnose, comme par hasard. Voilà. Donc, on fait des soins énergétiques. Et quand je commence j'entends, Aude, il va falloir que tu fasses. T'ailles voir dans leur karma. Il va falloir que tu fasses des libérations karmiques. Donc, je dis OK, donc je me lance. Et donc, je reçois des gens. Et là,
je veux rien savoir, ils me disent rien. Juste en étant en phase 2, je leur décris, donc les guides me mettent en lumière une ou plusieurs vies passées, et les vies qu'on décrit sont exactement la vie qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est de là que j'ai pris de plus en plus confiance et que petit à petit, c'est dévoilé aussi cette mission que j'ai pour les sorciers et les sorcières des temps modernes, pour libérer les mémoires, entre guillemets, de sorcellerie, de beaucoup de gens qui ont souffert pendant l'Inquisition. Et alors là, ça y va. Du coup, on m'emmenait que des gens, des artisans de lumière, des guérisseurs, voilà, qui avaient beaucoup de problèmes de confiance en eux, de légitimité, ou même des flux qui passaient pas dans leurs mains. Ben ouais, on leur a coupé les mains. Donc du coup, dans la vie passée, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte cette vie, on leur récupère leurs mains, voilà. On va déprogrammer la mémoire dans les mémoires cellulaires, voilà, et mettre de la lumière et de la guérison, et récupérer des parties d'eux. Et il y a des choses incroyables qui sont passées pour des gens qui sont venus me voir, des artisans de lumière, ou juste en allant à cette époque qui a bousillé beaucoup de choses. Près de 500 ans de traque, donc sur beaucoup de gens, individuellement, mais sur le karma collectif aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'égrégores. Donc quand il y a un travailleur de la lumière, un guérisseur qui se sent pas capable, il se sent pas capable parce qu'on l'a torturé dans une vie passée pour avoir fait ça. On lui a fait lire des choses, des écrits en lui disant que c'était l'incarnation du mal, et je vais pas dire tous les termes, voilà. Et de là, ils ont engrammé en eux que s'ils allaient faire ça aujourd'hui, se reconnecter à eux, à leur plein pouvoir, leur canal de guérison, eh ben, ça allait leur causer la mort. Ben oui. Parce qu'à l'époque, ça leur causait la mort, en effet. Donc, du coup, on travaille sur ça. On va les faire un soin à l'âme dans la vie passée et récupérer des parties du corps physique aussi. Hein. Et après, on recoue, hein, quantiquement, voilà. Un protocole comme ça. Et ce protocole-là, il vous a été amené Tout à fait. par guidance. Je savais que ça... Par canalisation. Exactement. Je le voyais que vous alliez me demander ça, déjà. Oui. Je ne l'ai appris nulle part. C'est mes guides qui m'ont dit quoi faire et quelle était ma mission aujourd'hui, puisqu'elle se dévoile au fur et à mesure, heureusement, parce qu'on pèterait les plombs quand les gens disent « je veux savoir, je veux savoir ». Non, ne cherche rien, tu trouveras rien. Juste laisse-toi guider. Et les choses vont se dévoiler au fur et à mesure, parce qu'on évolue, notre taux vibratoire aussi, donc on ne peut pas accueillir plus qu'on ne peut aujourd'hui. Voilà, donc tout est juste. Oui, c'est mes guides. Ils m'ont même montré un protocole. Donc quand on allait récupérer des mémoires, surtout pendant cette période d'inquisition, on faisait des soins, etc., à l'âme. Et après, ça crée aussi des blessures, injustices, etc. On va voir tout ça, bien évidemment. Trahison. Et bien après, on ouvrait comme ça et on tisse une toile de lumière vers des belles vies passées. Des vies passées qui remontent à l'Atlantide, à la Lémurie. On va réactiver en eux, dans leur mémoire cellulaire, où ils étaient dans leur plein pouvoir. Moi, c'est toujours ça qui m'a profondément étonné, c'est qu'à chaque fois qu'on remonte dans les vies passées, c'est toujours pour aller chercher une vie passée de galérien, quoi, de souffrance, de douleur. Mais moi, c'est pour ça qu'ils m'ont dit ça, Marc. C'est comme l'enfant intérieur. Pour moi, c'est bien d'aller le rassurer, mais si dans l'enfance, il y a des moments heureux, eh ben, c'est bien d'aller amplifier cette lumière-là, ce souvenir-là. Et pour dans les vies passées, ce que mes guides m'ont transmis, c'est qu'on allait enlever donc les traumas, etc., mettre de la lumière, de la guérison, voilà. Même si quelqu'un est enfermé dans une cage, je vais ouvrir la cage, hein, dans l'Inquisition. Hein. On va faire des choses extraordinaires. Et ensuite, de là, on ouvre un champ pour aller plus loin dans des belles vies passées où la personne est dans son plein pouvoir. Et là, vous voyez dans le regard des gens, instantanément, la lumière, ça passe, c'est puissant. Et une métamorphose qui s'opère. Ah oui. Oui. Parce que c'est bien beau de dire « Oh, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, j'ai été brûlé là, etc. » Ben oui, mais moi, si je sais que j'étais juste brûlée sur le bûcher, ça va me faire flipper à un moment donné. Même si on met de la lumière et qu'on va enlever le programme défaillant, la racine qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être des craintes, problèmes de légitimité, confiance en soi, voilà. C'est important aussi d'aller connecter les gens
dans des vies où ils étaient puissants. Voilà. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec les États-Unis, alors, maintenant? Quel rapport j'ai avec les États-Unis? Déjà, je suis américaine. Ah, vous avez toujours la nationalité américaine? Oui, oui. Ah oui. Voilà. Donc, pour l'instant, là, je pars dans un mois, j'amène ma mère à la Nouvelle-Orléans, justement, parce qu'elle a toujours voulu y aller. Moi, il faut que je retourne là-bas sur des mémoires de vie passée d'esclaves. Voilà. C'est-à-dire que vous allez chercher, entre guillemets, les preuves d'une vie passée? Ah, mais je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Ils me disent, tu vas là-bas, Aude. Il va falloir que tu ailles là-bas aussi pour moi, mon chemin de guérison. Okay. Il y a quelque chose à avoir pour moi, karmiquement, pour apaiser mon âme sur certains points, en fait. Voilà. Et ma mère, comme elle est liée aussi à ça, et le matin, je me suis réveillée, regarde les billets pour la Nouvelle-Orléans. En effet, c'était pas cher. Appelle ta mère, vous allez à la Nouvelle-Orléans. On y va. Le voyage est prévu pour quand? Fin juin. Voilà. Moi, j'y suis déjà allée, mais bon, j'étais mariée. Là, c'est dans une autre configuration. Voilà. Donc, quel lien j'ai? J'ai plein d'amis qui sont aux États-Unis. Évidemment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes, est-ce qu'on peut dire ça, sincèrement? Toutes les personnes qui ont un mal-être, qui ne se sentent pas alignées, qui se sentent tristes, qui accumulent des échecs, qui se retrouvent dans des situations parfois où on se dit, mais enfin, comment est-ce qu'on peut supporter une vie telle qu'ils sont en train de la vivre, ces gens? Ce sont tous des gens qui sont impactés par des vies antérieures? Oui, ça c'est ma croyance, bien évidemment. Il y a des racines d'avant. Et si vous voulez aussi, au-delà, donc moi, une de mes missions quand même principales, d'aider les gens qui sont dans le canal de la guérison, les artisans de lumière, etc., les récupérer leur mémoire et les reconnecter à leur plein pouvoir, parce que pour moi, c'est eux qui sont sur la première ligne là, les guérisseurs, etc., pour participer à cet éveil collectif, voilà, ce changement de dimension. Ça passe d'abord par les guérisseurs. Encore une fois, ça c'est ma croyance, de ce que mes guides me disent. Parfois, c'est tout simplement pour comprendre aussi, karma, ça veut dire action, prendre sa responsabilité et agir en conséquence. Donc, soit on va agir comme ça ou comme ça. Donc, on va connecter une vie passée à quelqu'un. On dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette personne. On regarde dans la vie passée, on voit. Donc, le début, c'est pareil. Par contre, la fin, ça s'est terminé comme ça. Donc, j'ai dit à la personne, là, voilà, vous revenez réparer ça ou rejouer ça, etc. Donc là, si vous faites exactement la même chose, vous ferez la même chose et il y a de fortes chances que la même fin, se produira que dans la vie passée. C'est ça, les schémas répétitifs. Et quand on le met en lumière à quelqu'un, voilà, et on va aussi envoyer beaucoup d'amour, de lumière et de pardon, deux âmes dans les vies passées, parce que parfois, elles n'arrivent pas, parce qu'il y a des mémoires d'avant aussi, à un moment donné. Donc, on va apaiser la racine du lien d'âme, voilà, pour qu'elles trouvent, elles, leur lumière dans cette vie et qu'elles agissent en conséquence. Et pas depuis l'espace de la blessure qui a pris racine dans la vie passée, mais désormais, comme là, on a mis de la lumière, depuis l'espace du cœur. Voilà. Donc, on explique les liens d'âme, les schémas répétitifs, plusieurs choses. C'est toujours la même chose. Même moi, ça me dépasse, Marc. Quand des gens viennent et que je veux pas qu'ils me parlent, hein. Moi, C'est ce que j'allais vous demander. J'allais vous poser la question de savoir comment se déroulait précisément une séance. Quand les gens prennent rendez-vous avec vous, une fois que le rendez-vous est fixé, ils arrivent dans votre cabinet. Ils s'assoient, on prend un petit thé, un petit café, voilà. Et dès le départ, l'introduction, c'est du sur-mesure de ce que la personne, ça va donner le tempo de la séance. Donc, c'est jamais la même chose. Donc, voilà. Et là, après, moi... Donc, vous rentrez en canalisation? Ah ben oui. Tout de suite? Direct. Okay. Mais même, j'ai l'impression que je suis tout le temps, hein, parce que parfois, je rencontre des gens dans la rue, même à la télé. La dernière fois, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Voilà. Même à la télé, quoi? Oui, même à la télé. Parfois, j'entends et je vois des vies passées des gens. Je suis tranquille. Ah, des gens, vous regardez des trucs à la télé, des programmes à la télé, et vous voyez la vie passée des gens? C'est ça. Okay. Et ça, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un. Il me dit, mais parce que tu es tout le temps connecté, en fait, tu es connecté à la source là-haut. Tu as accès à tout le temps, quoi. Voilà. Donc, et moi, juste après, je mets aussi, je dis,
je ferme un peu la porte quand même. Voilà, j'ai appris parce que ça fait pas 10 ans que je fais ça, ça va faire presque 3 ans. Donc j'apprends tous les jours. Voilà, j'apprends à travers chaque personne qui vient à moi. Eux, ils sont ravis, mais moi je dis c'est un honneur, merci, hein, parce que vous participez aussi à mon chemin de lumière, à mettre en lumière de nouvelles choses pour moi à travers chaque cas, parce qu'on a vu des choses magnifiques, des gens connus, historiques. L'histoire, c'est pas tout ce qu'on nous a dit. La majorité de l'histoire est erronée. Voilà. Exemple? Je vais vous faire des amis. Allez-y. Qui veut... Jeanne d'Arc. Ouais, Jeanne d'Arc. Et donc? On va en parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Jeanne d'Arc? Je suis très proche d'elle, même dans la vie passée, etc. Jeanne d'Arc n'est pas morte sur le bûcher. Et pour m'aider à travers tout ça, parce qu'au démarrage de mon parcours, de mon éveil, etc., c'est une des plus grosses vies qu'ils m'ont montré. On était tous sur la place à Rouen, comme un match de foot, tous ceux qui étaient. Et ils amènent une femme ou une personne complètement drapée de blanc sur une charrette avec de la paille. Et là, on me dit, ce n'est pas Jeanne. OK. Moi, déjà, depuis petite, je sais que Jeanne d'Arc n'est pas morte sur le bûcher. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et là, on m'a montré. Ce qui se passe, c'est quelques mois plus tard, je suis allée à un petit tea party avec des mamies où j'étais invitée. Souvent, je suis invitée avec, il y a des gens, des médiums, etc. Donc, j'y vais, je connaissais personne. Et à côté de moi, il y avait une dame âgée. Et là, j'entends dans ma tête, demande-lui pour Jeanne. Et je regarde la dame et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander à propos de Jeanne d'Arc? Je la connaissais pas. Elle me dit, c'est pas possible que tu me demandes ça. Je dis, si. Et je lui dis, vous savez qu'elle n'est pas morte sur le bûcher comme ça, hein, de but en blanc. Mais bien sûr qu'elle n'est pas morte sur le bûcher. J'ai écrit toute ma vie à ce sujet-là. J'habite à Orléans. Alors, cette dame qui avait 90 ans avait écrit toute sa vie, pleine de recherches, etc., sur justement Jeanne d'Arc. Et que ce n'est pas vrai. Mais politiquement, c'est comme de nos jours, on ne sait pas toute la vérité. Ils nous disent des choses, mais c'est pas vrai. Il fallait que les gens, croient. C'est ça. Et ils l'ont substitué quelques minutes avant. Et Jeanne ne voulait pas. Elle voulait y aller, elle. Et aujourd'hui, c'est une date très spéciale, parce que vous ne devez pas le savoir, moi je le sais. Nous sommes le 28 mai. Et le 28 mai 1431, Jeanne est revenue sur ses dires. C'est-à-dire que la veille, elle avait avoué, elle est allée dans le sens de l'Inquisition en disant que oui, elle était folle, qu'elle entendait des voix. Et le 28 mai, jour pour jour aujourd'hui, elle est revenue sur ses dires en disant non, je n'entends. Ce n'est pas des démons, etc. J'entends vraiment de voix. On m'a montré ce que je devais faire. Mais alors, si Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée sur le bûcher, oui. Et comment est-elle décédée? De vieillesse. C'est vrai que vous allez faire réagir en disant ça. Je sais, j'assume. C'est mon plan de mission. C'est OK. Il y en a qui disent que la Terre, elle est plate. Eh bien, moi, je vous dis, Jeanne d'Arc n'est pas morte sur le bûcher. Ça fait, vous êtes la deuxième. Vous êtes la deuxième et je salue Lila Riouri qui est venue sur ce plateau-là et qui m'a dit, mais tu sais que la Terre n'est pas ronde. Je me suis dit, mais non, Lila, tu peux pas dire ça. Tu peux pas. C'est pas possible de dire une chose pareille. Elle me dit, moi, je te dis que la Terre est plate. Et voilà, chacun sa vérité, chacun ses croyances. Bon, alors, voilà. Et alors donc vous affirmez qu'effectivement, la pucelle d'Orléans, comme on dit, n'est pas morte sur le bûcher. Non, elle est même venue à mon cabinet. Mais non! Et sa mère a des liens de sang avec les descendants des laïrs, des chevaliers de Jeanne d'Arc. Tellement parce que vous voyez comment la croyance, elle est forte et que moi aussi, ça revient me rechercher à certains moments. Et à chaque fois où j'ai douté de cette histoire, même si j'ai vu juste une personne sous une toge blanche et les guides qui me disent ce n'est pas elle. C'était juste, il fallait faire croire, on ne pouvait plus aller en arrière, il fallait faire un exemple là. Voilà. Et donc, il y a plein de moments où j'ai eu des doutes et en fin de compte, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas
Et après, c'est même venu à moi carrément pour me dire, voilà. Donc, si c'est aujourd'hui, je m'inscris aussi dans cette incarnation parce que je suis aussi dans une mission kabbalistique de la vérité, pas de souci. Vous avez d'autres révélations comme ça? C'est-à-dire historiquement? Ouais. L'Atlantide a bien existé, mais ça, voilà, les gens le savent, du moins la majeure partie. Il n'y a pas des légendes urbaines. On sait où c'est positionné? C'est sur un autre plan. Moi, c'est ce que j'ai compris, vibratoire. Voilà. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a, c'est en train d'être nettoyé énergétiquement. Voilà. Donc, c'est pas encore prêt, mais ça va matcher avec la vibration de l'humanité quand elle sera prête. Je sais pas si c'est dans cette incarnation, Marc. Moi, je pose pas trop pour le futur parce qu'il y a un champ des possibles. Et les gens, même quand on leur donne des guidances sur des choses qui se sont passées d'avant, ils refont la même chose aujourd'hui, le revivent, ils vont quand même y retourner s'ils veulent. Et c'est OK, ils ont leur libre arbitre. Et c'est ça qui est magnifique, ce libre arbitre. Parce que si on nous disait exactement tout comment on doit faire, c'est plus libre, c'est une dictature, quoi. Est-ce que l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est la révélation la plus bouleversante pour vous, dans tout ce qu'on a pu vous dire? Oui. Ouais. On m'a montré mon lien aussi avec elle de petite. Et même, d'ailleurs, c'est marrant parce que mes parents sont de Lorraine. Et quand j'étais petite, le village de Jeanne d'Arc, dont Rémy la Pucelle, et en Lorraine, chaque fois, je dis, on doit s'arrêter là. Je disais toujours à mes parents, j'aimerais aller là. Je savais pas. Là, je savais pas à l'époque. Alors, on ne s'est jamais arrêté. J'irai éventuellement, mais oui, parce que je l'ai connue à l'époque, au village. De Don Rémy. C'est ça. Voilà. C'est bluffant. Après, les gens, ils non, me mais disent... après, les gens... Non, mais là, je sais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir une horde de commentaires de gens qui vont nous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais madame, allongez-vous et parlez-nous, parce que vous allez avoir besoin de... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des âmes comme des autres. C'est-à-dire que des âmes qui étaient rois de France, elles sont réincarnées. Ça ne veut pas dire forcément que c'est des rois de je sais pas quel. On est d'accord. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Le fait historique. Le fait historique, et voilà, on peut. C'est quand même très troublant. Alors après, moi encore une fois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. On n'est pas là pour dire c'est des balivernes, c'est machin, etc. Tous les gens qui ne sont pas d'accord et qui n'adhèrent pas à ce qui est dit ou qui n'ont pas, en tout cas, comment dire, l'ouverture d'esprit pour accueillir ce genre d'informations, n'ont évidemment rien à faire sur cette chaîne, et vous pouvez zapper maintenant. Ça, c'est que ma vérité, bien évidemment. Oui, voilà. Mais c'est important quand même. Cette affirmation-là, elle est importante, quoi. En tout cas pour moi. Et si ça parle pas à d'autres, je suis pas là à dire il faut que vous ayez cette croyance, etc. Pas du tout. Moi, c'est ce que... ça change pas la face du monde, non plus. Tout à fait. C'est juste une expérience que j'ai vécue. Il y a eu plein de choses qui sont passées extraordinaires dans les séances, des gens d'avant, des personnages qui sont venus, etc., qui sont des gens d'une vie, d'une simplicité. Voilà. Des gens que vous avez reçus? Oui, voilà. Cabinet? C'est ça. Parce que tous les gens, ils croient, parce que, vous croyez, je sais pas, quelqu'un qui est hyper connu aujourd'hui, quand il se réincarnera, pas forcément, ça sera quelqu'un de connu ou quelqu'un qui a vécu cette histoire. Voilà, on est là pour expérimenter plusieurs choses. Voilà. Dans cette incarnation, on est vraiment aussi là pour sortir du carcan des croyances, des schémas sociétals aussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille pour que cet éveil collectif de plus en plus fort, va falloir peut-être lâcher un peu tout, quoi. Voilà. Va falloir lâcher pas mal de choses. On travaille aussi sur ça. Après, moi, je suis pas de là à dire à tout le monde, c'est Jeanne d'Arc, c'est pas Jeanne d'Arc, faites ce que vous voulez. Oui, non, mais c'est l'anecdote historique qui est assez incroyable, quoi, dans ce que vous dites. Voilà, c'est bon. Je suis allée voir un magnétiseur, un gars, un rebouteux. Lui, il me dit, il est pas clairvoyant, on n'est rien du tout. Et j'avais un petit problème là, en bas du dos. Et lui, il me dit, je suis terre à terre. Voilà. Il me dit, Aude, mais qui c'est cette femme sur le cheval là, à côté de toi avec la coupe au carré?
Je fais, ben, chez Jeanne d'Arc. Il me dit, t'es folle. Et le mec, c'est lui qui me l'amène. Voilà. Moi, j'en parle pas comme ça. Hein. Il me dit, je vois rien. Donc, il me dit, je dois te dire, il y a vraiment quelqu'un à côté de toi, là, c'est puissant. J'ai dit, ben oui, c'est... Alors, peut-être que c'est Jeanne d'Arc. Et alors, et qui vous dit que vous n'avez pas été? Non. C'est pas moi, Jeanne d'Arc. Le dire dans cette phrase, le dire comme ça dans le contexte. Parce qu'au début, c'est quand même. Non, c'est pas moi, Jeanne d'Arc. Hein, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Vous voyez, sortir la phrase du contexte, si on fait un montage vidéo pour juste prendre cette phrase, c'est pas moi, Jeanne d'Arc. On peut se dire. Je sais que ça vous fait rire. Non, il n'y a pas de jugement. Honnêtement, il n'y a pas de jugement. J'ai demandé à un moment donné, je dis c'est bizarre quand même tous ces trucs et tout ça. Même depuis petit, je dis j'entends des voix comme Jeanne, etc. Je suis née à la clinique Jeanne d'Arc. Mon premier cabinet est à la rue Jeanne d'Arc. Mais non. Donc tout le monde adore les synchronicités quand ça les arrange aussi. Mais alors les synchronicités, elles sont de partout. Il y a les synchronicités, les bonnes synchronicités. Les mauvaises, en soi, il y a que des synchronicités. Voilà. Okay. Il y a que aussi ce qu'on veut voir aussi. Mais des signes, il y en a de partout, tous les jours, à chaque minute, à chaque moment. Voilà. Si on décide de s'ouvrir, mais à 360. Voilà. Donc. Là, vous percevez rien? Faut me dire. Hein. Là, si je perçois quelque chose? Ouais. Ah, non, mais j'ai vu quelque chose, mais moi, je me permettrais pas. Vous rigolez, quoi? De quoi? Allez-y, balancez. Si vous avez du dossier... Je dirais plus en privé quelque chose si ça te concerne ou okay. Quelqu'un d'autre. Je pense pas que on partage à tout le monde. Bon, alors là, moi, je n'ai aucun problème. Faut y aller. Non, sérieusement. Si vous avez une perception, faut y aller. D'une vie passée à toi. Ouais. En fait, tu travaillais dans une des vies, d'accord, pour justement des rois, etc. Voilà. Et certaines personnes, à des moments donnés, où voulaient avoir justement des messages de l'au-delà, des médiums, des oracles, etc., mais qui n'assumaient pas. Et tu faisais venir des gens, tu recrutais des gens, malgré l'époque, pour amener des gens pour avoir des médiums, etc. Pour délivrer des messages au travers des médiums. T'allais sur t'allais dehors sur le terrain, récupérer des gens. Qui, eux, étaient médiums et qui devaient donc donner des informations au roi. Je pense que tu t'es fait avoir une fois. Voilà. Ça, je veux pas aller jusqu'à la fin de la vie. Mais j'ai vu ça au début. Je dis, il amène des gens, voilà, au roi ou des gens un peu... on va dire, voilà, les gens, ils sont un peu tous comme ça. Il y a des faux culs aussi. Il faut se dire, ah non, je les aime pas, les sorcières, mais après, au fait, ta guidance, etc. Vous voyez voilà, donc c'était utilisé. Il y avait aussi plein de choses qui n'étaient pas dites. Donc, beaucoup de choses. Il y avait même des actions qui étaient mises en place comme de résistance aussi contre l'Inquisition. Donc, des femmes qui avaient créé des groupes pour aussi aider d'autres femmes à s'enfuir quand elles sentaient qu'il y avait un danger là. Il allait avoir l'Inquisition qui allait venir. Voilà. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, vous dites « je suis », et d'ailleurs c'est le titre en dessous de Karma Thérapie, « je suis dans mon plan d'âme ». J'adore ouais, ça c'est vraiment cette phrase, j'adore. Je suis dans mon plan d'âme. Ici et maintenant. Vous allez me dire, j'ai mis du temps. Mais vous y êtes. Vous êtes aligné avec ce que vous êtes. Ici, aujourd'hui, oui. Par contre, comme tout est impermanent, tout change, tout évolue. Moi-même, l'extérieur, et qu'on est tous liés, parce qu'il y a du karma individuel, du karma collectif, la mémoire des lieux aussi. Voilà. Donc, quand il y a quelqu'un, une sorcière qui se libère de mémoire encombrante, de peur, de cette époque inconsciente, elle va libérer aussi les lieux. Et c'est pour ça qu'en France, il y a autant, ils disent cet effet de mode. Non, mais c'est parce qu'aussi on est en train de nettoyer les lieux. Il y a certains pays, il n'y a pas tout cet éveil, il n'y a pas tous ces magnétiseurs à tous les coins de rue, tous ces énergéticiens, tous ces médiums, etc. Il n'y a pas d'erreur, pas de hasard aussi dans le pays dans lequel on a décidé de s'incarner dans cette incarnation. L'époque. Parce qu'on participe aussi à nettoyer la mémoire des lieux.
Ce pays, il est chargé. C'est sûr. Les terres brûlées. Il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, comme tout, on est lié à tous, on est lié à là-haut, entre nous et à la terre. Donc, voilà, en se libérant nous, ben, vibratoirement aussi, on va nettoyer aussi la terre-mère. Voilà. Je suis toujours... D'abord, je suis impressionné parce que je trouve que vous faites preuve de beaucoup de courage. Merci. C'est courageux de venir comme ça, de se montrer en public, d'affirmer des choses, parce que vous êtes aligné avec vos perceptions, vos ressentis et l'exactitude de ce que vous, justement, vous incarnez aujourd'hui. Vous avez le sentiment d'être à votre place, donc vous le dites haut et fort. Donc ça, je trouve que c'est déjà courageux. C'est ce que je viens aussi, je pense, transcender dans cette vie. On a vu plusieurs vies où j'étais lynchée sur la place du village pour avoir dit peut-être des vérités qui n'auraient pas dû être dites. Exactement. Donc là, on réessaye. Hein. Pas être lynché sur la place du... Peut-être ça sera sur les réseaux sociaux. Peu importe. Mais je pense que j'ai acquéri plus de poids, peut-être de sagesse. On n'est pas dans les mêmes temps aussi. Donc voilà. On est dans un temps où il y a cette liberté d'expression, de partage, de transmission. Et moi, je dis aux gens, tu prends pas, la graine, tu la prends, tu la jettes, je m'en fous. Ce que je te dis, tu prends, tu jettes, peu importe. Voilà. Du moment, si toi, ça te parle, de toute façon, on n'est pas là juste pour Jeanne et tout ça, on est vraiment là pour montrer aux gens que y a des outils disponibles aujourd'hui. Voilà. C'est comme moi, si moi, je suis qu'un canal dans la matière, un outil dans la matière qui peut les aider parce que moi, je fais qu'accompagner, je ne guéris personne. Qu'on soit bien clair. Moi, je fais qu'accompagner les gens à leur puissance du cœur, à leur lumière du cœur. Donc, on va enlever... les couches. Exactement, les couches. Que ce soit au cœur, d'autres chakras ou d'autres corps énergétiques qui empêchent en fait le flux d'en haut de bien circuler. Voilà. Pour aller jusqu'en bas et s'incarner. Voilà. Dans la joie, la bonne humeur et voilà. Donc après, les gens disent ça passe par la souffrance. Ben oui, non, toi aussi, tu peux le décider si ça passe par la souffrance. Parce qu'une souffrance pour une personne, c'est pas la même pour l'autre. Voilà. Juste pour terminer sur cette histoire de Jeanne d'Arc, moi qui me titille. Non mais juste, moi j'aurais eu ces perceptions-là, cette certitude-là en canalisation où j'aurais fait des recherches. J'ai fait des recherches. Je serais allé enquêter à Domrémy. J'ai regardé, Marc. J'ai regardé. J'ai vu qu'il y a des écrits, des livres, un livre qui est sorti et qui corrobore cette histoire. D'accord. Oui. De Robert Senzik, voilà. Je sais plus c'est qui l'auteur, voilà, qui dit vraiment que oui. Qu'elle n'est pas morte sur le bûcher. Et oui, qu'après elle a vécu, qu'elle est repartie vivre chez elle, qu'elle a voulu revenir, qu'elle a refait des actions, mais là on dit maintenant tu te calmes, voilà, on t'a sauvé. Voilà. Après, si on veut avoir des martyrs pour mettre quelqu'un et après prier cette personne, bon, si on veut, il n'y a pas de souci. Voyez. En tout cas, bravo. Le karmathérapeute, c'est vous. En fait, un karmathérapeute, c'est un médium des vies passées. C'est ça. C'est ça. Pour aller voir qu'est-ce qui bloque, quelle est la racine encombrante. Quelle est la problématique du moment. Exactement. Voilà, et où ça coince. Et voilà, pour après enlever des nœuds énergétiques, en fait. Hein, envoyer de la lumière. Et après, on peut expliquer à des gens qu'est-ce qui ne vont pas dans leur vie avec leur schéma répétitif. Est-ce que vous consultez on peut consulter à distance? Oui, bien sûr. J'ai plein de gens dans toute la France, aux États-Unis, voilà. On speak English a little bit, voilà. Oui, moi, j'adore. Et en parallèle aussi, je fais des ateliers, justement. Parce qu'on m'amenait que des gens comme ça, là, un peu médium, avec tous leurs ressentis, etc. Et là, on me dit, tu vas aussi accompagner dans ces ateliers où on va travailler les gens sur leur confiance. Ils les ont tous, ces capacités. Tout le monde a ses capacités. Sauf que peut-être, toi, dans cette incarnation, t'es au CP, moi, je suis en terminale, d'avoir, voilà, travaillé sur ça. Mais à la base, on a tous ces capacités psychiques. Est-ce que les guides, je me pose souvent cette question quand les gens comme vous viennent s'installer sur les canapés, là, est-ce que les guides vous ont conseillé de venir ou déconseillé à un moment donné en vous disant, tu as ton libre arbitre? Tu peux venir parler de tout ça et t'installer sur ces canapés ou pas?
Mais ben moi, je n'ai pas demandé à mes guides, puisque comme ça a vibré tout dans mon corps, voilà. Donc, si c'est eux qui passent à travers mon corps physique là, mais d'aller tout le temps consulter les guides aussi. À un moment donné, les guides, ils disent « Oh, Coco, hein, c'est toi qui es incarné. Voilà. Tu y vas ou tu y vas pas. » Mais pour moi, quand une porte s'ouvre, comme tout est vibratoire, c'est qu'on est prêt à l'accueillir. Et si cette porte, elle s'est ouverte, c'est aussi le travail avec mon équipe de lumière qui m'amène là. Et parce que j'ai écouté. Je me suis mis en corrélation, en alignement avec voilà, ces plans-là. Au mieux que je peux, ici et maintenant, bien évidemment. Après, je suis pas parfaite. Moi aussi, je travaille, je suis toujours en train de travailler sur moi, sur plein de choses. Voilà. Pour être le plus dans mon canal, en fait, et d'accompagner ces gens. On va mettre le lien de tout ce qui vous concerne, hein, les liens pour que les gens puissent rentrer en contact avec vous directement, hein, si vous êtes d'accord. Aude Grély, voilà, la karmathérapie, et puis au travers de son histoire étonnante. En tout cas, on sent qu'aujourd'hui, vous incarnez la mission pour laquelle vous avez été, comment dirais-je, à laquelle vous êtes destiné, prédestiné. Et vous êtes aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et déjà, rien que ça, pour vous, déjà, c'est déjà bien. Exactement. Hein, c'est déjà beaucoup. Qu'il n'y ait plus cette souffrance, qu'il n'y ait plus voilà, ce ressenti permanent. De ne pas vouloir, de ne pas être à sa place. De ne pas être à sa place, de ressentir que des choses extrêmement noires, négatives et autres. Déjà, rien que ça, si ça peut vous soulager, ça peut vous permettre d'être bien, c'est formidable. Et si en plus de ça, vous apportez du bonheur aux gens, et en tout cas des réponses aux questions que les gens se posent, ça n'en est que mieux. C'est ça, on peut faire que de son mieux, voilà. Merci beaucoup, Aude. Merci infiniment. À toi, Marc. Commentez avec bienveillance, partagez avec plaisir, et puis évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.